Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Action et savoir, série rencontre. Dirigé par Jean-Marie Barbier. Action et savoir, série rencontre est une collection d'ouvrages collectifs s'adressant à des professionnels et à des chercheurs intéressés par la théorisation de l'action dans différents champs de pratique, et par les rapports entre construction des activités et construction des sujets. Dernière parution. Richard Witorski, Comment les enseignants apprennent-ils leur métier, 2008. Denis Lemaître et Maud Achateza-Henno, coordi. Usage de la notion de compétence en éducation et formation, 2007. Marie-Josée Avenier et Christophe Schmitt, Souladir. La construction de savoir pour l'action, 2007. Richard Witorski, coord. Formation, travail et professionnalisation, 2005. Monsieur Tozzi et R. Étienne, Souladir. La discussion en éducation et en formation, 2004. Les auteurs. Thierry Ardouin est maître de conférences en sciences de l'éducation à l'Université de Rouen en France, membre du laboratoire CIVIC, Centre interdisciplinaire sur les valeurs, les idées, les identités et compétences en éducation et formation. Il agit comme responsable pédagogique du master professionnel, ingénierie et conseil en formation. Ses travaux de recherche et d'enseignement portent, dans le champ de la formation des adultes, sur les questions de la professionnalisation, des compétences, des identités, de l'ingénierie et du conseil en formation. Il intervient auprès d'organisations, d'entreprises ou d'institutions pour des missions d'études, d'audit ou d'ingénierie en France ou à l'étranger. Il est l'auteur de l'ingénierie de formation pour l'entreprise, d'UNO, 2006. L'audit de formation, comprendre, réaliser, évaluer un audit de formation, d'UNO, 2005 et a dirigé le numéro « Où en est l'ingénierie de la formation, éducation permanente, numéro 157 2003-4 » Thierry.ardouin@unif-rouen.fr. Pierre Hébrard est docteur en sciences de l'éducation, habilité à diriger des recherches. Maître de conférences en sciences de l'éducation à l'Université Paul Valéry de Montpellier en France. Il est membre du Centre de recherche sur la formation, l'éducation et l'enseignement, CERFEE, et du comité de lecture du Journal of Transformative Education, publié aux éditions Sage. Ses principaux centres d'intérêt ont trait à la sociologie de la formation tout au long de la vie, au métier de la formation, à la professionnalisation, au développement des compétences et de l'identité professionnelle. Ses travaux ont également porté sur les politiques et dispositifs de formation continue en Europe, ainsi que sur l'éducation transformatrice, Transformative Education, et les courants critiques en éducation des adultes. Il est auteur ou co-auteur de divers ouvrages dont Stratégie d'amélioration de l'éducation des adultes dans des contextes régionaux, ouvrages publiés en français, espagnol, italien et grec, édition IRRSAE, Aosta, 2000. Formation et professionnalisation des travailleurs sociaux, formateurs et cadres de santé, l'Harmattan, 2004. La discussion en éducation et en formation, l'Harmattan, 2004. Regard croisé sur la VAE, L'. Harmattan, apparaître en 2008. Pierre.Hébrard@unif-monk3.fr. Mokhtar Kadouri est maître de conférences au Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Il est responsable de la formation à la recherche dans le cadre du Master 2, Ressources humaines et sociologie du CNAM, ainsi qu'au Master 2, Formation des adultes, champ de recherche, dont il est le coordinateur pédagogique. Il est chercheur permanent du CRF, Centre de recherche sur la formation, et chercheur associé au LIS, Laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique. Ses objets de recherche sont centrés, depuis maintenant une quinzaine d'années, sur les rapports entre l'engagement en formation et les dynamiques identitaires des adultes inscrits dans des dispositifs de formation initiale ou continue. Kadouri@cnam.fr. Marie-Christine Press est maître de conférences en sciences de l'éducation, habilitée à diriger des recherches au sein du département des sciences de l'éducation, orientation formation des adultes au Centre universitaire économie d'éducation permanente, CUEEP, de l'Université des sciences et des technologies de Lille en France. Membre du laboratoire Trigone spécialisé dans les recherches concernant les transformations pédagogiques et organisationnelles de la formation d'adultes, les enjeux,
les usages et les effets. Elle assure des enseignements en sociologie de l'éducation et en méthodologie, analyse documentaire, observation des pratiques, analyse des pratiques professionnelles, et agit à titre de responsable pédagogique d'un dispositif de formation, ouvert plus particulièrement aux formateurs d'adultes en activité, du FA, et du dispositif de licence en sciences de l'éducation, option formation des adultes. Ces recherches portent essentiellement sur les pratiques professionnelles des formateurs, sur la professionnalisation et la professionnalité, sur l'expérience et l'identité professionnelle, sur la validation d'acquis et sur les valeurs sous-jacentes dans le domaine de la formation. Elle a publié différents chapitres dans des ouvrages dont La validation des acquis de l'expérience, mythes et imaginaires sociaux, dans Anne Jorot Dire, Évaluation et développement professionnel, collection pratique et formation, L'Harmattan 2007. Écrire sur ces pratiques de formateur quand on n'est pas formateur, les effets, les enjeux, dans Françoise Cros Dire, écrire sur sa pratique pour développer des compétences professionnelles, enjeux et conditions, L'. Harmattan 2006, et coécrit La validation des acquis professionnels, des obstacles à franchir, des propositions à construire, cahier du CUEP numéro 53 2003. marie-christine.presse@univ-lilel.fr. Claudie Solar est professeure titulaire au département de psychopédagogie et d'andragogie de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, Québec, Canada, et membre de la chaire UNESCO en sciences de l'éducation à Dakar. Elle est chercheure senior au Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante, le CRIFPE Montréal, ainsi qu'au Centre interdisciplinaire et interuniversitaire de recherche-développement sur l'éducation permanente, le CIRDEP. Trilingue, elle intervient régulièrement sur des problématiques reliées à la formation des adultes, à l'équité, à l'éducation scientifique et technologique et à la formation professionnelle en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Afrique du Nord et en Europe, où elle est régulièrement professeure invitée. Elle est auteure et co-auteure de diverses publications dont Pédagogie et équité, Editions Logique 1998, Apprentissage et développement des adultes, Éditions Logique 1998, Le groupe en formation des adultes, de Boc Université 2001, La formation continue, Perspectives internationales, Collection Savoir et Formation, L'Harmattan 2005, Parcours de femmes à L'. Université, Perspectives internationales, Collection Savoir et Formation, Série Genre et Formation, L'Harmattan 2006, 12 ans de recherche en alphabétisation des adultes en français au Canada, 1994 à 2006, CDE accent aigu ACF, version PDF, http://bv.cde.ca/document/pdf/PDF, Question d'équité en éducation et formation, édition nouvelle 2007. Elle est également membre du comité scientifique de la Revue internationale de recherche en éducation et formation des adultes, la revue Savoir. claudie.solar@umontréal.ca. Richard Witorski est professeur des universités à l'IUFM de l'Université de Rouen en France, chercheur au laboratoire CIVIIC, Centre de recherche interdisciplinaire sur les valeurs, les idées, les identités et les compétences. Il mène des travaux de recherche sur le développement professionnel et la professionnalisation dans les secteurs de l'enseignement, du travail social et de l'industrie. Il est l'auteur d'une 50aine d'articles et de 4 ouvrages dont Professionnalisation et développement professionnel, L'Harmattan 2007. richard.witorski@rouen.ufm.fr. Professionnalisation et formation des adultes à l'université, une introduction. Pierre Hébrard. CERFEES. Université Paul Valéry. Montpellier. pierre.hébrard@univ-monp3.fr. Claudie Solar. CRIFPE Montréal, CIRDEP. Université de Montréal. claudie.solar@umontréal.ca. Le présent ouvrage rassemble les travaux issus d'un symposium organisé dans le cadre des rencontres du Réseau international de recherche en éducation et formation, REF, qui se sont tenues à Montpellier en septembre 2005. Ce symposium, à l'initiative de Pierre Hébrard,
portait sur le thème du développement de la formation des adultes et de la professionnalisation dans les universités. La problématique qui a servi de cadre à ces travaux partait d'un constat. Le développement d'activités d'éducation permanente et de formation continue dans les universités et les autres établissements d'enseignement supérieur au cours de la seconde moitié du XXe siècle, et l'essor des filières à finalité professionnelle. Elle rappelait les principales étapes de ce phénomène pour ce qui est de la France. Ainsi, le Conservatoire national des arts et métiers, CNAM, créé sous la Révolution en 1794, a progressivement étendu ses activités sur l'ensemble du territoire national à partir des années 1950. Cette période a également vu la création du Centre universitaire de coopération économique et sociale, CUCES de Nancy, et des instituts de promotion supérieure du travail, organismes rattachés à des écoles d'ingénieurs. Dans les universités françaises, par contre, c'est surtout au cours des années 1970 que des missions ou des services de formation continue ont été créés dans les suites de l'application de la loi de 1971 sur la formation professionnelle continue. Dans les autres pays francophones du continent européen, les activités d'éducation des adultes sont créées et se structurent progressivement à partir des années 1950 et 1960, Dominici et Finger, 1990, Lerman, 1992, Finger, 1992. Au Québec, la formation des adultes dans les universités, apparue au cours des années 1950 sous le nom de Service d'extension de l'enseignement, se développe et s'institutionnalise plus fortement dans les années 1970, CE accent aigu FA, 1982, Pénaud et Sénécal, 1982, Solar, 1995. En 1975, par exemple, l'Université de Montréal transforme son service de l'éducation permanente en faculté de l'éducation permanente, voir ci-dessous, chapitre 6. Ces différents services et organismes remplissent deux missions principales, une mission de promotion sociale et une mission de formation professionnelle continue, Fonds Armand, 1996. La première consiste à faciliter l'accès aux filières classiques de l'enseignement supérieur et aux formations d'ingénieurs, pour des personnes ayant dépassé l'âge habituel des étudiants entrant à l'université et ayant le plus souvent une expérience professionnelle, sans avoir toujours les diplômes requis pour y accéder. La seconde se traduit par des actions de formation spécifiques réservées au public de la formation continue, soit des actions de courte durée d'actualisation ou de perfectionnement des connaissances, soit des actions de plus longue durée, parfois sanctionnées par des certificats ou des diplômes spécifiques, à finalité professionnelle. Par ailleurs, les années 1960 et 1970 sont marquées par une accélération de la tendance de longue durée à la démocratisation, ou à la massification, des études secondaires et par l'augmentation consécutive du nombre des bacheliers accédant à l'université. Cette évolution a conduit les établissements à créer de nouvelles filières afin de diversifier les formations et les débouchés des études. Dans la dernière période, années 1980 et 1990, l'élévation des niveaux de qualification exigés par la plupart des emplois, liée à l'évolution des technologies, des méthodes de travail et à la tertiarisation de l'économie, a contribué à accroître la demande d'éducation et à renforcer cette tendance à la professionnalisation de l'enseignement supérieur. De plus, les activités de formation continue sont de plus en plus conçues en termes de compétences et d'employabilité, voire dominées par des exigences d'efficacité économique immédiate. Ces transformations entraînent un relatif affaiblissement des finalités de formation générale, culturelle et critique, qui caractérisait dans la période précédente l'enseignement universitaire. Certains vont jusqu'à y voir un risque de soumission aux intérêts économiques et aux logiques marchandes pour l'enseignement supérieur et la recherche, surtout lorsque ce changement se situe dans la mouvance de politique libérale de désengagement de l'État. Ces tendances lourdes et les résistances qu'elles provoquent semblent se manifester, à des degrés divers, dans tous les pays d'Europe et d'Amérique du Nord. L'objet de ce symposium était d'étudier les conséquences et les enjeux de ces transformations à l'œuvre dans les universités. Nous nous sommes proposés d'explorer plus particulièrement un ensemble de questions sur deux axes. Le premier d'ordre épistémologique, le second d'ordre sociopolitique. Ces deux types d'interrogations devraient se rejoindre pour alimenter une réflexion fondamentale sur les missions de l'université du XXIe siècle.
Sur l'axe épistémologique. Quels travaux peuvent guider plus particulièrement notre réflexion? Et quels modèles permettent de rendre compte et d'analyser ces transformations? De comprendre les formes et les modalités qui sont devenues dominantes aujourd'hui dans la formation des adultes et les formations supérieures professionnalisées? Peut-on, dans cet esprit, confronter les apports de différents courants? Les travaux sur le modèle de la compétence, Zarifian 2001, sur la connaissance créatrice, Nonaka et Takeuchi, 1997, et plus largement l'idée de développement des connaissances dans et par l'activité de travail, Barbier, 1996. Enfin, ces connaissances sont-elles d'un autre ordre ou d'une autre nature que celles qui sont enseignées traditionnellement à l'université? Et faut-il créer une nouvelle épistémologie pour en reconnaître ou en contester la validité, Schwartz, 2000? Ou bien s'agit-il d'appliquer l'état de la réflexion épistémologique contemporaine à de nouveaux objets et nouvelles modalités de construction et de diffusion du savoir, Stengers, 1993, Bourdieu, 2001? Sur l'axe sociopolitique. Quelle relation peut-on établir entre le développement de la formation continue et de nouvelles filières professionnelles à l'université, et certains changements sociétaux qu'ils soient d'ordre socio-économique, culturel ou politique? Quelles sont les grandes périodes, les temps forts, les moments de rupture? Quel décalage ou différence peut-on observer d'un pays à l'autre, notamment entre le Québec et la France? À quelle stratégie correspondent-ils et quels facteurs les influencent? Quel est le rôle des politiques publiques? Celui des politiques d'entreprise ou d'établissement? Les différents chapitres de cet ouvrage abordent ces deux axes de réflexion, même s'ils le font de façon différente et si l'accent principal est tantôt sur le premier, tantôt sur le second de ces deux axes. Ils ont en commun de s'appuyer à la fois sur l'analyse de pratiques et d'expériences de longue durée dans le domaine de la formation des adultes dans l'enseignement supérieur, orientés vers la professionnalisation, et sur un ensemble de travaux de recherche qui apportent des éclairages théoriques originaux sur cet objet d'étude. Pierre-Hébrard, dans le premier chapitre, propose une analyse des obstacles et des confusions qui empêchent de penser la professionnalisation, liées notamment à certaines dispositions sociologiques qui caractérisent les milieux universitaires, en France particulièrement. À la lumière de travaux de sociologie et d'épistémologie, notamment ceux de Pierre Bourdieu, d'Isabelle Stengers et de Jürgen Habermas, l'auteur soutient qu'il est possible de les surmonter, mais que cela ne peut se faire qu'à certaines conditions. Tout d'abord, ne pas rester enfermé dans la disposition scolastique et dépasser une conception positiviste et scientiste de la connaissance qui disqualifie les savoirs professionnels et interdit de prendre réellement en compte les manières d'agir et de penser des praticiens, la raison pratique. En outre, l'auteur considère qu'une autre condition est de dépasser la méconnaissance du travail qui prend deux formes principales. La première, la plus radicale, repose sur les théories de la fin du travail ou de la caducité du concept même de travail. La seconde provient d'analyses du travail fondées sur un modèle réducteur de l'activité productive qui échoue à rendre compte du travail immatériel. L'exemple du travail des formateurs illustre bien cette difficulté et permet de montrer comment l'université, si elle sait la surmonter, peut contribuer à la formation des membres de certaines catégories professionnelles, à leur professionnalisation sans renoncer à ces valeurs. Il serait alors possible de concilier l'exigence d'une formation de haut niveau, fondée sur des savoirs validés et sur l'indépendance à l'égard des pouvoirs, avec la prise en compte des problèmes techniques, humains et sociaux que rencontrent sur le terrain de leur pratique les milieux professionnels. Dans le chapitre suivant, Richard Witorski, après avoir situé les enjeux liés au thème de la professionnalisation, analyse le lexique dont l'usage s'est développé en relation avec ce courant d'idées et de pratiques. Il propose une terminologie visant à organiser et à stabiliser ce champ conceptuel, et un ensemble de définitions qui se fondent sur les travaux du Centre de recherche sur la formation du Conservatoire national des arts et métiers, NAM. Prenant ensuite les exemples de la formation professionnelle des enseignants en IUFM, de formation de travailleurs sociaux et de formateurs, qui mobilisent notamment des démarches de recherche-action, d'analyse de pratique et la rédaction de mémoires professionnelles, il caractérise ces dispositifs du point de vue de leur fonction et des positions des acteurs, ce qui permet de les différencier à la fois d'un acte de recherche et d'un simple acte professionnel.
Il propose enfin une analyse des principales difficultés et des résistances auxquelles se heurte la professionnalisation de l'offre de formation. Il les relie notamment à une culture dominante qui continue à entretenir un clivage irréductible entre travail et formation, entre savoir théorique et savoir d'action. Il termine par une ouverture sur de nouvelles pistes de réflexion autour des démarches de validation des acquis de l'expérience, des référentiels de compétences et de ce qu'il nomme le processus de développement professionnel continu. Thierry Ardouin revient sur l'évolution de la terminologie, insistant notamment sur le remplacement de l'idée d'éducation permanente par celle de formation tout au long de la vie. Il replace le processus de professionnalisation dans ce contexte et il en distingue 3 niveaux: sociologique, socio-économique et pédagogique. Il analyse ensuite la place de l'université et les tensions auxquelles elle est confrontée entre les principes humanistes de l'éducation permanente et les injonctions provenant des contraintes économiques, efficacité, rentabilité, employabilité. Il présente ensuite l'exemple d'un master professionnel de l'Université de Rouen et rend compte des résultats d'une enquête par questionnaire et entretien auprès des étudiants de 2 promotions de ce master. Il termine par une analyse des paradoxes et des tensions créées par la professionnalisation, le développement de filières de formation à finalité professionnelle, dans l'université française. Marie-Christine Press présente l'analyse d'un dispositif de formation de formateurs à l'Université de Lille et montre comment son évolution, sous la pression de politiques nationales et européennes, traduit le passage progressif d'une logique d'émancipation, fondée sur l'acquisition de savoirs théoriques et sur la prise de recul critique, à une logique d'adaptation centrée sur les compétences et les savoirs d'action. Elle rattache cette évolution au changement du contexte sociopolitique et économique, affectant le champ de l'éducation des adultes dont Palaczewski avait distingué les principales étapes depuis les années 1940. Elle analyse le rôle de l'État et de divers partenaires dans la création et les transformations de ce dispositif de formation de formateurs, transformations qui aboutissent dans la dernière période à rendre impossible leur professionnalisation. Elle décrit ensuite, avec un regard critique, les principaux aspects de cette évolution, qui se traduit en particulier par un déclassement en termes de reconnaissance sociale, de la profession de formateur à travers le niveau et le statut du titre délivré et par une conception de la formation soumise à une logique d'adaptation, à un principe de hiérarchisation et à une logique compétence, à l'opposé des valeurs d'origine du dispositif, celles de la promotion sociale, de la qualification et de la conscientisation. Le chapitre suivant de Mokhtar Kadouri porte sur une expérience originale dont le cadre est le CNAM, Paris. La mise en place d'un master de recherche qui s'adresse à des adultes ayant une expérience professionnelle et reprenant des études. Ce master a pour thème la formation des adultes comme champ de recherche. Après en avoir décrit les principales caractéristiques en termes de public, de conditions d'admission et de dispositifs pédagogiques, il s'intéresse aux dynamiques biographiques et identitaires des adultes qui y sont inscrits. Il distingue différents motifs d'engagement dans ce dispositif de formation à la recherche et aborde la question des postures et des identités de praticiens et de chercheurs, ainsi que les enjeux et la nature de l'implication des enseignants. Il conclut sur une interrogation portant sur les usages sociaux de la recherche. Le dernier chapitre de l'ouvrage, rédigé par Claudie Solar, retrace l'évolution de l'éducation des adultes au Québec depuis les années 1950 jusqu'aux années 2000, et plus particulièrement le rôle des universités dans ce domaine. Face aux changements politiques et sociaux et à des besoins nouveaux qui se manifestent, l'université québécoise s'ouvre à la formation des adultes, mais des résistances et des controverses apparaissent aussi. L'exemple de l'Université de Montréal et de sa faculté de l'éducation permanente est plus particulièrement analysé, à partir d'une réflexion sur la notion d'adulte et d'une application du modèle de Nonaka et Takeuchi, concernant la création de connaissances organisationnelles. En conclusion, l'auteur constate que les frontières entre formation initiale des jeunes et formation des adultes tendent à s'effacer et que les controverses s'atténuent du fait de l'acceptation de l'ouverture de l'université et d'une transformation des pratiques universitaires. En effet, la professionnalisation des universités québécoises qui s'est faite depuis longtemps pour répondre aux besoins de la société et de l'économie, a des conséquences aussi bien sur les contenus,
notamment dans le sens du développement de l'interdisciplinarité, que sur les modalités d'organisation de l'enseignement. L'analyse des dimensions épistémologiques, organisationnelles et sociétales des transformations de l'université, liées à la professionnalisation et l'ouverture croissante aux adultes en reprise d'études, trouve ici un terrain particulièrement riche d'enseignement. À travers ces différents chapitres et l'étude des changements à l'œuvre dans l'enseignement supérieur en France et au Québec, sur une assez longue période, la seconde moitié du XXe siècle, changements qui se sont accélérés ces dernières années, deux thèmes transversaux nous semblent plus particulièrement à souligner. Le premier concerne la professionnalisation des formateurs et, plus largement, de l'ensemble du domaine d'activité que recouvrent les métiers de la formation permanente et le rôle spécifique que joue l'université dans ce domaine. Bien que ce processus soit traversé de contradictions, ou même semble parfois subir des régressions sur lesquelles nous pouvons porter un regard critique, il s'agit d'un phénomène caractéristique de ce que l'on nomme la société de la connaissance. La formation tout au long de la vie devient une évidence, et elle se traduit par un ensemble d'actions et de dispositifs qui viennent modifier les institutions existantes, provoquant des changements et des résistances. Les acteurs et les structures qui mettent en œuvre ces activités se différencient et se professionnalisent, et un nouveau champ de pratique et de recherche s'ouvre dans les universités et ailleurs. Le second thème transversal concerne la relation entre, d'une part, des changements organisationnels et sociaux dans les entreprises et les universités et d'autre part, la réflexion épistémologique sur la connaissance, sur notre conception de la science et de la relation entre les savoirs scientifiques et des savoirs d'action. Il reste à s'interroger sur l'avenir. Quelle société de la connaissance voulons-nous et quelle conception de la profession professionnelle l'emportera ? Les principes et les valeurs de l'éducation permanente, de la promotion sociale et du développement humain seront-ils oubliés au profit de ceux de la compétitivité, de l'employabilité et de l'utilité ? Ou saurons-nous concilier l'efficacité économique, l'élévation du niveau de qualification du plus grand nombre, avec la réponse aux besoins exprimés par la population, notamment en termes de reconnaissance, et le souci de la cohésion sociale ? Nous espérons que cet ouvrage contribuera à éclairer ce débat. Références bibliographiques. Barbier J.M. Dir, 1996. Savoir théorique et savoir d'action. Paris, PUF. Bourdieu, p. 2001. Sciences de la science. Cours au Collège de France 2000 à 2001. Paris, Raison d'agir. CE accent aigu FA, Commission d'études sur la formation des adultes. 1982. Apprendre. Un acte volontaire et responsable. Québec, Gouvernement du Québec. Dominici, P. et Finger, Monsieur 1990. L'éducation des adultes en Suisse. Zurich, Pro Helvetia. Finger, Monsieur 1992, Switzerland, dans P. Jarvis, Perspective on Adult Education and Training in Europe, pages 170 à 177. Londres, NIACE. Fonds Armand, L. 1996. Des adultes à l'université. Cadre institutionnel et dimension biographique. Paris, L'Harmattan. Lerman, W. 1992, Belgium, dans P. Jarvis, Perspective on Adult Education and Training in Europe, pages 1 à 18. Londres, NIACE. Nonaka, I. et Takeuchi H. 1997. La connaissance créatrice. La dynamique de l'entreprise apprenante. Bruxelles de Bock. Pénaud à H. et F. Sénécal, 1982. L'éducation des adultes au Québec depuis 1850, point de repère. Québec, Commission d'études sur la formation des adultes, Annexe 1, Gouvernement du Québec. Schwartz, Y. 2000. Discipline épistémique, discipline ergologique, dans Bemaï Dir, Manière de penser, manière d'agir en éducation et formation, pages 33 à 68. Paris, PUF. Solar, G. 1995. Nouvelles tendances en éducation des adultes. Revue des sciences de l'éducation, 21-3, 443-472. Stengers, I. 1993. L'invention des sciences modernes. Paris, La Découverte. Zarifian, P. 2001. Le modèle de la compétence. Paris, Édition Liaison. Chapitre 1.
Pensez la place de la formation professionnelle à l'université à la lumière de l'épistémologie et de la sociologie réflexive. Pierre Hébrard. CERFEE. Université Paul Valéry. Montpellier. pierre.hébrard@univ-monp3.fr. Pensez les changements en cours dans les universités, en particulier ceux qui sont liés au développement d'activités de formation continue et de filières de formation professionnelle, passent par une connaissance historique et sociologique qui permettent de les resituer dans leur contexte et d'en saisir les enjeux. Mais cette réflexion se heurte à deux types de difficultés en quelque sorte symétriques. D'une part, certains de ceux qui s'y attellent sont personnellement concernés, impliqués dans les processus en question en tant qu'universitaires et souvent, intervenant dans des filières comme les masters professionnels ou des activités de formation continue. Cette implication, si elle permet d'avoir une connaissance directe des pratiques en cause, peut aussi constituer un obstacle à une réflexion plus distanciée et critique, et entraîner la tentation de justifier purement et simplement ces pratiques au lieu d'en conduire une véritable analyse. Résister à cette tendance à l'auto-justification suppose de faire un effort particulier d'autoréflexion, Habermas 1968-1999, ou de réflexivité, Bourdieu et Vacant 1992, Bourdieu 2001. D'autre part, à l'opposé, la réflexion concernant la formation professionnelle des adultes à l'université se heurte à un ensemble de positions d'ordre politique ou idéologique, de la part de ceux qui récusent toute idée de professionnalisation, dans l'enseignement supérieur, au nom d'une fonction traditionnelle, purement culturelle et désintéressée de l'institution universitaire. Ils avancent des arguments et justifications dans des discours souvent d'ordre polémique, qui me semblent à interroger d'un point de vue à la fois sociologique et épistémologique. Je m'efforcerai dans cette contribution, de repérer et de clarifier, afin de les dépasser, quelques-unes des difficultés auxquelles se heurte cette réflexion et pour cela de les analyser en focalisant mon attention sur deux obstacles principaux. Le premier concerne l'idée même de formation professionnelle et la question de savoir si l'université peut, ou doit jouer un rôle dans ce domaine. Parmi les positions souvent tranchées qui s'opposent à ce propos, certaines me semblent entachées d'un principe systématique d'erreur lié à une conception de la connaissance scientifique réductrice, ou dépassée, qui peut être mise en relation avec ce que Bourdieu, 1997, a nommé la disposition scolastique. Le second obstacle que j'aborderai est lié à la question de la connaissance du travail, des pratiques professionnelles. En effet, si beaucoup sont prêts à admettre que concevoir et mettre en œuvre un dispositif de formation professionnelle suppose une connaissance précise des fonctions, tâches et activités qui sont assurées par ceux qui exercent la profession en question, d'autres considèrent qu'il faut, en amont, mener un travail critique et interroger les notions de travail, de production, de profession et un ensemble des présupposés qui leur sont liés. Certains vont jusqu'à considérer que ces notions sont caduques, qu'elles ne peuvent plus rendre compte des activités qui caractérisent l'économie et la société contemporaine. Mais là aussi, il ne faut peut-être pas jeter le bébé, l'analyse du procès de travail, avec l'eau du bain, une conception réductrice ou mécaniste des relations entre formation et production. Mon analyse me conduit à faire l'hypothèse que parmi les difficultés et les résistances qui se combinent, il est nécessaire, afin de clarifier la question, de distinguer les problèmes d'ordre conceptuel ou épistémologique, les problèmes d'ordre technique ou méthodologique et les problèmes d'ordre social, politique et ou idéologique. En effet, la plupart des malentendus et des faux problèmes auxquels on est confronté dans ces débats me semblent provenir d'une interférence non contrôlée entre ces différents ordres de questions qu'il convient d'abord de séparer avant de tenter d'en repérer les articulations. Pour cela, j'aborderai tout d'abord le problème sous l'angle de l'épistémologie au sens large, c'est-à-dire d'une analyse philosophique et critique de la production des connaissances. Et plutôt que d'évoquer l'idée d'une nouvelle épistémologie, ou d'une épistémologie innovante qui permettrait d'allier savoirs universitaires et pratiques professionnelles, comme nous y invitait le texte définissant la problématique générale des rencontres du REF 2005, je me suis interrogé sur ce que peuvent apporter dans cette réflexion les travaux d'auteurs comme Isabelle Stengers, Jürgen Habermas et Pierre Bourdieu. Je traiterai ensuite, dans une deuxième partie, la question de la connaissance du travail, et plus particulièrement du travail des formateurs,
comme condition de l'élaboration d'une pensée de la formation professionnelle qui soit susceptible d'en éclairer la pratique et d'en poser les conditions dans un cadre universitaire. 1. L'apport de Stengers, une conception ni positiviste ni relativiste de la science. Mon premier point d'appui sera constitué par les travaux d'Isabelle Stengers, notamment 2 ouvrages qu'elle a publiés à la découverte, L'invention des sciences modernes, 1993, et Science et pouvoir, 1997. Dans le premier, elle oppose la position de Thomas Kuhn, 1983, à la sociologie des sciences et notamment à des travaux qui formulent une critique radicale des milieux scientifiques. Thomas Kuhn, à partir des notions de sciences normales et de paradigmes, soutient l'idée d'une autonomie de la communauté scientifique par rapport à son environnement politique et social, alors que les seconds aboutissent à une description relativiste des pratiques scientifiques, dénonçant le caractère intéressé, voire destructeur, des technosciences et leur compromission avec les pouvoirs économiques et politiques. Le projet de Stengers est d'articuler ce que nous entendons par science et ce que nous entendons par politique. Stengers, 1993, page 25, en appliquant à cette question ce que Bruno Latour, 1996, appelle le principe d'irréduction. Celui-ci consiste à se méfier de l'usage des mots qui mène quasi automatiquement à la tentation d'expliquer en réduisant ou en construisant une opposition irréductible entre 2 termes. Stengers, 1993, page 26. Autrement dit, il s'agit de prendre en compte les rapports complexes qui relient et séparent la science et la politique. Sa réflexion l'a conduit également à caractériser la définition positiviste de la science, en disant qu'elle procède avant tout par disqualification de la non-science, Stengers, 1993, page 34, et à concevoir une position ni positiviste ni relativiste. Elle développe pour cela une analyse historique et politique de l'invention des sciences modernes, qui maintient la spécificité de l'activité scientifique, ou la différence entre la science et la fiction. La première est capable de rendre nos opinions vulnérables par rapport à quelque chose d'irréductible à une autre opinion, Stengers, 1993, page 151, ou de permettre activement à la réalité de mettre à l'épreuve nos fictions, Stengers, 1993, page 160. Enfin, à propos des sciences de terrain, dans lesquelles le rapport entre le sujet et l'objet n'est pas du même ordre que dans les sciences de laboratoire, elle propose d'inventer des dispositifs tels que les citoyens dont parlent les experts scientifiques puissent être effectivement présents, capables de poser les questions auxquelles leur intérêt les rend sensibles, d'exiger des explications, de poser des conditions. Stengers, 1993, page 180. Qu'ils soient considérés comme des interlocuteurs. Stengers revient sur cette question dans Science et pouvoir, 1997, en se demandant à quelles questions les connaissances scientifiques peuvent apporter des réponses. Elle insiste sur la nécessité de distinguer les problèmes scientifiques, les problèmes techniques et les problèmes sociaux. Les questions posées par différents acteurs, dans ces différents champs, ont leur propre légitimité et les connaissances produites par les scientifiques peuvent apporter des éléments de réponse, susceptibles d'éclairer les débats concernant des problèmes techniques ou sociaux, sans pour autant pouvoir trancher à la place des acteurs sociaux. Cela permet de poser la question de la pertinence en ces termes. En quoi ce que vous proposez est-il pertinent pour notre problème ? Stengers, 1993, page 87, et à reconnaître que les réponses des scientifiques ne sauraient remplacer le débat démocratique, ni se substituer à l'expérience et à la compétence des professionnels de terrain. Ce que je retiendrai de cette réflexion, c'est donc tout d'abord le refus de disqualifier la non-science et notamment les connaissances qui ont fait la preuve de leur efficacité et de leur pertinence dans la pratique d'une activité professionnelle, mais ne relèvent pas de problèmes scientifiques. Prendre au sérieux la formation professionnelle, ce serait, à l'université comme ailleurs, considérer la pertinence des problèmes techniques et sociaux que rencontrent les professionnels sur le terrain de leur pratique. Cela suppose aussi, sans doute, de faire preuve d'un peu d'humour et de modestie, qui ne sont pas les attitudes les plus répandues dans le milieu universitaire, quant à la valeur de nos savoirs, modèles et théories scientifiques du point de vue de leur capacité à apporter des réponses ou des solutions à ces problèmes. Ces questions se situent à l'articulation des problèmes sociaux ou politiques, les relations entre les scientifiques et d'autres acteurs sociaux, et des problèmes épistémologiques, les différentes conceptions de la science. À ce propos,
Je partage le point de vue d'Isabelle Stengers, selon lequel, s'il est pertinent de prendre en compte le regard critique de la sociologie de la science, il ne faut pas aller jusqu'à nier la spécificité de l'activité scientifique, de sa fonction et de ses méthodes. Mais il est également nécessaire de reconnaître la spécificité des problèmes d'ordre social ou technique que rencontrent et tentent de résoudre les professionnels, par exemple les acteurs de la formation continue, et d'admettre que si les connaissances scientifiques peuvent parfois contribuer à en éclairer certains aspects, les chercheurs ne peuvent se substituer aux acteurs sociaux concernés ni aux décideurs politiques. Cela suppose de refuser à la fois la tentation d'un gouvernement des experts, scientifiques, et le point de vue scientiste qui consiste à disqualifier comme non-science tout savoir technique, toute compétence professionnelle, sociale ou politique. Les points de vue des chercheurs et des experts, d'ailleurs parfois contradictoires, doivent s'exprimer pour éclairer les débats, mais la décision d'ordre technique ou politique incombe ensuite aux professionnels, aux citoyens ou aux élus. C'est la condition d'une société réellement démocratique. La supériorité du savoir scientifique se limite aux questions d'ordre scientifique. Elle ne peut sans risque de dérive se transformer en fondement pour un argument d'autorité dans le champ social ou politique. Pas plus que les politiques n'ont à trancher dans des débats ouverts entre chercheurs, ni à prétendre dire la vérité, comme ils ont parfois tendance à le faire. En des termes qui reprennent les distinctions proposées par Habermas, 1999, page 46 et SQ, il s'agit de ne pas confondre différentes formes de rationalité qui ont chacune leur procédure de validation. La rationalité épistémique, d'une part, la rationalité téléologique, d'autre part. Cette dernière repose sur les liens entre une intention d'agir, le choix délibéré de moyens adaptés au but visé, condition de l'efficacité de l'action, dans les domaines techniques comme dans le champ politique, alors que la première se fonde sur la formulation de propositions, portant sur des choses ou des faits, qui peuvent être vraies ou fausses et qui sont susceptibles d'être critiquées ou justifiées selon des procédures de discussion formalisées. Habermas précise que dans les deux cas, la rationalité d'une personne, mais aussi ce qu'il appelle sa pleine responsabilité, se mesure au fait qu'elle adopte une attitude réflexive et qu'elle est capable de rendre compte des raisons de ses actes ou de ses énoncés. Il ajoute une troisième forme de rationalité, la rationalité de communication, du discours orienté vers l'entente, s'entendre avec quelqu'un à propos de quelque chose, et insiste sur l'idée que ces structures ramifiées de la rationalité propre au savoir, à l'action et au discours, s'engrènent l'une dans l'autre, la rationalité de la discussion qui intervient dans toutes les procédures de validation permettant de les relier et de les intégrer dans le cadre d'une approche pragmatico-formelle, fondée sur une théorie des actes de langage, Habermas, 1999, page 39. Il reste alors à définir un espace public dans lequel la discussion entre les différents acteurs concernés puisse avoir lieu sans qu'une catégorie d'acteurs, les scientifiques, les professionnels de la formation, les politiques, n'érige sa rationalité en principe dominant disqualifiant les discours des autres acteurs. Les instances de consultation et de décision des universités, si elles sont constituées et fonctionnent de façon démocratique, devraient être de tels espaces de discussion, lieu d'une activité communicationnelle, d'échanges dans lesquels chacun peut apprendre des autres, d'élaboration d'une forme. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.